comme à Paris, comme ailleurs dans le monde, on a déconfiné à Paris depuis 3 semaines aussi. Les terrasses étaient cette semaine. Mais on ne constate pas une montée des cas énorme. Et Dr Carignan nous disait il y a quelques secondes, en région, eux seraient plutôt partisans d'un déconfinement encore plus rapide. Oui. Mais évidemment, la région de Montréal étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de proximité entre les personnes âgées et les personnes qui vont se déconfiner. Alors, on craint qu'on amène le virus chez des gens plus vulnérables, en fait. C'est l'idée générale. Mais le sport, les gens vont tendre l'oreille. C'est comme les camps de jour. Ça, c'est beaucoup. Oui. C'est important dans la vie des gens, le sport. C'est important dans la vie des familles, l'important des enfants qui ont des camarades qui font du sport. Alors, on va être imaginatif, on présume, puis on va présenter un couloir pour pouvoir continuer à se regrouper. Bien, on a été confinés. On veut bouger. Alors, le sport nous permet de bouger. Vous noterez qu'à gauche de l'écran, Horacio Arruda est là aujourd'hui. Dans la convocation de presse, son nom n'apparaissait pas et on se demandait s'il était en train de prendre du recul par rapport au point de presse. Mais c'était un simple oubli, semble-t-il. Un masque... Est-il étonnant? Est-ce que c'est le Canadien encore? Non, je vois mal. Non, je suis aveugle. Très bien. On va écouter ça ensemble, Sébastien, puis on revient tout de suite après pour faire le bilan, mesdames et messieurs. Voilà. La parole. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Anaïs Sabourin avec parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Anaïs a 15 ans. Elle est handicapée, elle est en chaise roulante et fait beaucoup de revendications. Elle se bat pour que plus de commerces, plus d'entreprises soient plus accueillants pour les personnes qui sont en chaise roulante. Donc, j'appuie ces démarches-là, puis je fais un appel à toutes les entreprises, les services qui sont donnés. Assurez-vous que quand on déconfine, mais aussi essayons de déconfiner pour les personnes qui sont handicapées. Puis rappelons-nous que c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Aujourd'hui, je suis accompagné du docteur Arruda, mais aussi de notre championne olympique, la ministre Isabelle Charret, qui a des bonnes nouvelles pour les sports d'équipe, travailler très fort et avec la santé publique et avec les fédérations de baseball, de hockey, de soccer, etc., etc. Moi, j'adore voir des jeunes faire du sport. Mes gars sont surtout au skate de ce temps-là, là, mais bon, les sports d'équipe, je me rappelle quand j'étais jeune, on se posait pas la question. Si on voulait être avec nos chums, on jouait au baseball l'été, au hockey l'hiver. Là, je sais que l'été, c'est rendu plus le soccer que le baseball, quoi qu'il y a encore du baseball. Donc, évidemment, il va y avoir des protocoles. Ça va se faire graduellement. Je vais laisser Isabelle vous expliquer. Là, on va commencer par les entraînements, mais on pense que d'ici la fin du mois, on pourra avoir des matchs. Parce que c'est ça qui est le fun aussi, une fois qu'on s'est bien entraîné. Donc, Isabelle va expliquer tantôt les règles puis comment ça va fonctionner. Je veux revenir sur la situation de la pandémie. Bon, vous le voyez dans les chiffres, là, quand on regarde les chiffres des dernières 24 heures, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde le nombre de cas, on s'en va dans la bonne direction. Par contre, beaucoup de personnes me disent qu'ils sentent un relâchement actuellement. Donc, on voit malheureusement, entre autres à Montréal, moins de gens avec des masques, trop de gens qui sont à moins de 2 mètres. Là, donc, je pense que le docteur Arruda va dire la même chose que moi. Là, il faut... personne ne veut revenir en arrière. Donc, soyons prudents. Si on veut continuer d'aller vers une vie qui est un peu plus normale, il ne faut pas voir ça. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne idée de voir qu'il y a un relâchement actuellement. Un mot sur les tests avant-hier. Donc, les derniers chiffres, on a fait 12 500 tests, mais vous le savez, on veut en faire 14 000, 16 000. Là, il faut avoir des gens qui acceptent de se faire tester. Donc, je lance un appel à tous ceux qui ont des doutes, là, soit côtoyer de trop proche quelqu'un ou peu importe le doute que vous avez, allez vous faire tester. C'est important pour qu'on sache et qu'on connaisse bien la situation. Un mot sur
notre fameux site que j'ai lancé il y a seulement 2 jours pour recruter 10 000 préposés en CHSLD, des préposés qu'on va former du 15 juin au 15 septembre. Bien, ça a été au-delà de toutes nos attentes. On est rendu à 79 000 applications. C'est un beau problème. Je veux d'abord vous remercier, tout le monde, d'avoir répondu à l'appel. Puis je veux vous dire que dans les prochaines heures, vous allez recevoir une demande, un questionnaire. Être bien certain que vous êtes prêt à travailler de soir, de nuit, parce que ça peut arriver dans les premiers mois, les premières années qu'on travaille de soir, de nuit. On est en train de regarder aussi, compte tenu du nombre, là, pour vous demander certains engagements là, pour travailler un certain temps, étant donné que le gouvernement, donc tous les contribuables, payent pour la formation. Et puis, je veux vous dire, oui, avec les gens de la fonction publique qui ont une formation en ressources humaines, on a comme mis en place une espèce d'armée là, qui vont faire des entrevues téléphoniques à tous ceux qui répondent aux conditions de base en fonction du CV. Donc, on vise toujours, là, 15 juin, c'est dans une semaine et quelques jours. Là, donc, on va travailler très fort dans les prochains jours. Et puis, encore une fois, merci. Un mot sur l'impact sur les résidences privées. Bon, vous avez vu beaucoup de réactions, résidences privées qui se disent, étant donné que vous payez mieux, on va perdre du personnel. Bon, d'abord, on va le savoir, là, d'ici la fin de la semaine prochaine, on va savoir c'est qui les 10 000 personnes qui sont choisies. Donc, on va savoir exactement le nombre de personnes parmi ces 10 000 qui viennent de résidences privées. Bon, vous le savez, depuis le début de la crise, on a aidé les résidences privées, entre autres avec le 4 de l'heure qui est payé par le gouvernement. On va continuer d'aider avec la permission des gens, étant donné qu'on a 79 000 applications, 10 000 emplois. Ça veut dire qu'il y a une soixantaine de milliers de personnes là, qui sont intéressées. Puis, je veux rappeler aussi, les gens qu'on choisit, ce sont des gens qui n'ont pas de formation comme préposés aux bénéficiaires. Donc, on n'est pas en train d'enlever des préposés aux bénéficiaires à des résidences privées, là. Ceux qui avaient à transférer du privé au CHSLD public l'ont probablement déjà fait parce que actuellement, si on calcule toutes les primes, là, les gens, les préposés dans les CHSLD publics gagnent déjà 49 000. Puis il y a déjà beaucoup de postes qui sont ouverts depuis plusieurs semaines. Donc, les personnes qu'on va aller chercher, ce sont des personnes qui n'ont pas de formation. Donc, ça va nous faire 10 000 personnes de plus qui ont une formation. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui peut être contre ça. Puis évidemment, là, ça serait injuste de ne pas prendre ceux qui peuvent venir de certaines résidences privées. Mais je veux quand même dire, là, avec le président du Conseil du Trésor, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, entre autres, pour les résidences qui sont, en guillemets, conventionnées, donc où c'est le gouvernement qui place un certain nombre de personnes dans des résidences privées. Puis, bon, pour ce qui est des résidences privées, bien là, on regarde aussi la situation. Il y a des petites résidences privées qui vont peut-être avoir besoin d'aide financière. Il faut comprendre aussi qu'il y a des grandes résidences privées qui vont devoir augmenter les salaires qu'ils payent à leurs employés. Là. Donc, bon, mais ce sont des entreprises là, qui sont là pour quand même aussi faire des profits. Je veux revenir sur la situation du nombre de décès, puis les fameux fax. Là. Monsieur le docteur Arruda a subi quelques-unes de mes colères depuis 3 mois. Écoutez, mes 2 gars ne savent même pas c'est quoi un fax. Là. Donc, juste pour vous dire comment c'est archaïque. Et c'est pas une affaire qui date d'hier. On n'a pas investi dans les 10, 15, 20 dernières années
assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste au ministère de la Santé. Donc, il y a du travail à faire. On a commencé à le faire. On travaille fort, entre autres, sur la saisie de données. On me dit que d'ici une semaine, ça devrait tout être informatisé. Donc, on va arrêter d'écrire 2 morts, mettre ça dans une enveloppe avec un thème pour envoyer 2 morts. Là, en 2020, c'est pas normal que ça se fasse ni par la poste, ni par fax. Là. Donc, juste vous dire là, que ça avance, mais je reconnais qu'il y a énormément de rattrapage à faire, des investissements qui n'ont pas été faits en informatique, entre autres dans tout le réseau de la santé. Là, on a fait du travail sur le télétravail pendant la pandémie, mais il y a encore énormément de travail qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années au ministère de la Santé. Un mot sur l'économie. Bon, vous avez peut-être suivi la période de questions ce matin, vu la réaction des oppositions. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage actuellement. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui souffrent dans certains secteurs en particulier, compagnies aériennes, les hôteliers, les restaurants. Et il y a une opportunité là, de devancer des projets d'infrastructure pour construire des écoles, des hôpitaux, des maisons des aînés, du transport en commun, des tramways, des ponts, des routes, qu'on aurait dû faire de toute façon. Mais l'idée, c'est de devancer ça, de dire, dès les prochaines semaines, on voudrait comme sauter des étapes. Bon. C'est normal de voir les partis d'opposition dire « Wow, vous voulez sauter des étapes, là, mais comment on fait pour s'assurer quand même que, par exemple, les règles environnementales soient suivies? » Puis là, je veux être bien clair, là, notre objectif, c'est pas de réduire les exigences, c'est de réduire les délais, d'aller plus vite pour mettre le plus vite possible des Québécois au travail. Puis on est très ouvert à discuter d'ajustements au projet de loi avec les partis d'opposition. On a fait un petit calcul. Là, quand on regarde les projets qui sont les 202 projets, là, il y en a à peu près 60 c'est dans des comtés de la CAQ, puis 40 dans des comtés des partis d'opposition, ce qui représente à peu près la répartition du nombre de députés, quoi qu'on voudrait en avoir plus que 60 là, donc pas négliger les autres comtés. Mais tout ça pour vous dire, là, je ne voudrais pas qu'on tombe dans la partisanerie. L'objectif, c'est de faire travailler du monde le plus vite possible. On ne veut pas tourner dans les patentes là, qu'on a vues à la commission Charbonneau parce qu'on va trop vite. On ne veut pas non plus ne pas respecter toutes les exigences environnementales. Mais je pense que tous les Québécois vont être d'accord pour dire, au Québec, c'est vrai comme ça beaucoup dans le monde, là, mais au Québec, c'est bien trop long entre le moment où on décide de faire un projet puis le moment où on commence à construire. Les étapes, la bureaucratie, les délais sont beaucoup trop longs. Donc là, il y a une opportunité de dire, on crée des jobs dans les prochains mois en devançant des projets d'infrastructure qu'il faudrait de toute façon faire, là, des projets utiles en transport, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Donc, je souhaite que les partis d'opposition, puis que nous autres aussi, qu'on mette tous un peu d'eau dans notre vin pour être capable de s'entendre pour devancer ces projets de loi-là. Je termine en... c'est à mon tour là, de donner un certain avertissement. Je le disais tantôt, on sent que malheureusement, les consignes sont moins suivies depuis quelque temps. Donc, c'est important, si on ne veut pas revenir en arrière, puis reconfiner, de recommencer à fermer des commerces, le sport ou peu importe, bien, c'est important de suivre surtout nos 3 consignes. Donc, on reste à 2 mètres, on se lave les mains avec du savon régulièrement, puis on porte un masque. Je
content de voir qu'il y en a qui le portent. Donc, c'est très bien. Good afternoon. Bonjour. Aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle étape dans le plan de réouverture. La ministre Isabelle Charret, ancienne médaillée olympique, est ici pour vous parler des sports. Isabelle a de bonnes nouvelles pour nos jeunes, ceux qui veulent redémarrer dans leurs activités sportives. Il y aura de nouveaux protocoles avec les fédérations sportives afin de redémarrer les entraînements et nous progressons pour également organiser la tenue de jeu. Ma collègue vous expliquera les détails, mais je veux que chacun et chacune comprennent que c'est un plan étapiste. Je comprends ceux qui veulent rouvrir leur secteur le plus rapidement possible, mais il nous faut suivre les étapes et faire preuve de patience. Et par-dessus tout, il ne faut pas arrêter nos efforts individuels contre ce virus. Nous nous dirigeons dans la bonne direction, mais nous ne voudrions pas subir de revers. Il faut faire preuve de discipline, continuer la distanciation physique, laver les mains et de porter un masque en public. Je compte sur vous. Merci. Sur ce, je passe la parole à la ministre Isabelle Charret. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de remarquer le masque que je portais qui m'a été gracieusement offert par Baseball Québec. Donc, évidemment, ça augure une belle nouvelle aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on annonçait la première phase de déconfinement des activités sportives de loisirs et de plein air, comme le golf, le tennis, le vélo de montagne. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup d'heureux. Mais toutefois, on sait très bien que plusieurs attendent toujours le retour de leur sport favori, principalement les jeunes. Alors, la situation actuelle est encourageante, de sorte qu'on a eu enfin le feu vert de santé publique pour passer à la prochaine phase de déconfinement. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la reprise progressive, et j'insiste sur progressive, des sports collectifs extérieurs à compter du 8 juin. Le soccer et le baseball, entre autres, pourront reprendre graduellement dès cette date, pourvu qu'ils respectent les règles de distanciation, les activités se déroulent à l'extérieur. Donc, voilà, les règles de distanciation de 2 mètres doivent être respectées en tout temps. Dans un premier temps, les activités se dérouleront sous la forme d'entraînement supervisé ou de concours d'habileté. Une nouvelle directive qui permettra aux jeunes Québécoises et Québécois de renouer progressivement avec leur sport préféré. Et pour encadrer cette pratique sportive dans la phase d'entraînement, les fédérations sportives, dont je salue le travail d'ailleurs, qui ont travaillé très fort à élaborer des guides de reprise pour les joueurs, pour les entraîneurs et les organisateurs pour recommencer les activités, tout en respectant évidemment les principes de distanciation physique. Concernant la reprise des matchs dont vous avez fait allusion, pour les sports d'équipe, ils pourraient reprendre dès la fin du mois de juin. Cependant, les guides qui auront été préparés par les fédérations devront être approuvés par la santé publique. Alors, on se croise les doigts. Si tout va bien, à la fin juin, on va pouvoir reprendre une forme de match pour les sports d'équipe. Déjà, je vous le dis, Sport Québec, Baseball Québec, Hockey Québec et une trentaine de fédérations sportives ont préparé des protocoles de reprise qui seront analysés dans les prochains jours. Évidemment, on le rappelle, plusieurs adaptations devront être faites afin que la pratique des sports d'équipe permette à tous de demeurer en sécurité. Comme je le mentionnais lors de la première phase de reprise, il faut être conscient que le sport ne se jouera pas de la même façon cet été. Il faut être conscient qu'il y aura beaucoup d'adaptations à faire, mais j'ai quand même confiance que le plaisir sera au rendez-vous. Et je suis convaincue que nos jeunes, et certains moins jeunes aussi, pourront se réjouir de l'annonce d'aujourd'hui. En plus du retour des sports d'équipe, je confirme aussi que dès le 8 juin, les piscines privées ouvertes au public, par exemple les campings, pourront aussi rouvrir. Un guide a été préparé par l'Association des responsables aquatiques du Québec pour accompagner les propriétaires. Et finalement, la pratique supervisée de sport individuel est aussi maintenant permise. Comme les cours de yoga ou les activités de plein air guidées des activités qui se déroulent à l'extérieur, bien entendu, et dans le respect de la consigne du 2 mètres, pourront aussi reprendre le 8 juin.
Les nombreux adeptes de ces activités pourront se référer aux fédérations sportives québécoises ou aux organismes nationaux de loisirs qui mettront à leur disposition des guides de reprise des activités. En terminant, j'aimerais souligner et féliciter la patience des jeunes. Je sais, ils ont très hâte de retrouver leur sport, leurs activités. Alors, je les remercie de leur solidarité, je les remercie de leur résilience. Je peux imaginer à quel point c'est difficile pour eux d'être privés de leur passion. Alors, merci, puis gardez espoir, ça s'en vient. Et je pense que l'annonce d'aujourd'hui est un premier pas vers un retour encore plus grand. Et pour ceux qui vraiment sont affectés par la situation, je vous rappelle aussi qu'il y a des ressources, Sportaid, entre autres, qui peut donner des ressources, qui peut être une écoute aussi pour les athlètes, pour les parents, mais aussi pour les entraîneurs. Mais je pense, encore une fois, que l'annonce d'aujourd'hui donne de l'espoir à tous ceux qui ont hâte de retrouver leurs activités favorites. Et je m'en réjouis et très contente de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Merci. Très bien, je vous remercie. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Oui, bonjour. En fait, vous dites qu'avec le projet de loi 61, M. Legault voulait remettre des Québécois au travail. Les chantiers de construction sont déjà ouverts, donc quels Québécois vous voulez remettre au travail? En fait, en quoi les chantiers vont profiter aux travailleurs de l'hôtellerie ou de la restauration, par exemple? D'abord, ce n'est pas tous les travailleurs de la construction qui sont au travail. Actuellement, il y a beaucoup de projets privés qui sont annulés ou reportés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer un peu le secteur privé par le secteur public, puis s'assurer, là, moi je l'ai dit souvent, je souhaite dans les prochaines semaines qu'il n'y ait pas un travailleur ou travailleuse de la construction qui soit chez eux, mais que tout le monde soit au travail. Puis en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes, du transport collectif, on va pouvoir faire travailler tous ces gens-là. Toujours au sujet du projet de loi 61, est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas, de devoir prolonger l'état d'urgence sanitaire pendant 2 ans? Bien, écoutez, on ne sait pas, là. Je pense que personne ne sait. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Combien ça durera de temps? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que ça peut être utile pour vous, en fait, de le garder en vigueur pendant 2 ans? Bien, utile. Moi, si j'étais capable de savoir que demain matin, il y a un vaccin puis qu'on a plus besoin de l'urgence sanitaire, là, je serais le gars le plus heureux, mais on ne peut pas actuellement le savoir combien de temps. Il y a des experts qui disent que ça peut être 1 an, 2 ans, peut-être plus même. Merci. Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour à tous. La vérificatrice générale, hier, manifestait son inquiétude par rapport à l'accélération des mises en chantier dans le contexte où elle disait, déjà en temps normal, le ministère des Transports manquait de rigueur quant à l'estimation des coûts des projets. Craignez-vous que l'accélération que vous voulez faire de mise en chantier pourrait entraîner une hausse des coûts? Est-ce qu'on va payer le gros prix finalement là, pour accélérer tout ça? Bien, d'abord, comme je le disais, actuellement, malheureusement, c'est pas tout le secteur de la construction qui est occupé. Donc, techniquement, par le jeu de l'offre et la demande, on peut avoir une certaine assurance qu'il n'y aura pas une surinflation parce qu'il y a trop de projets par rapport à la capacité du secteur de la construction. Mais il faut toujours être prudent, puis il faut s'assurer, quand on dit qu'on va aller plus rapidement, là, il y a toutes sortes de délais des différents ministères, c'est très long. Et je donnais ce matin l'exemple de la ligne bleue du métro de Montréal. Bien là, on me dit, là, par exemple, si on n'avait pas un projet comme ça, là, il pourrait ne rien se passer pendant les 2 prochaines années. Parce que c'est compliqué, là. Il y a des expropriations, il y a des schémas qui doivent être faits. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit bien fait, mais fait rapidement. Puis évidemment, de mettre en compétition les gens. Puis moi, j'ai très confiance en Christian Dubé, puis le président du Conseil du Trésor. Puis là, les différents ministres. Il y a 3 ministres qui sont surtout impliqués. Là. Donc, il y a la santé, il y a l'éducation, puis il y a le transport. Et on fait attention dans les 3 ministères là, qu'on s'assure qu'on obtienne les meilleurs prix possibles. Sur le succès que vous avez mentionné là, du recrutement, de la campagne de recrutement pour des préposés en CHSLD, j'aimerais comprendre comment vous
pouvez prévenir l'exode des travailleurs, pas nécessairement des préposés bénéficiaires, mais des travailleurs qui sont dans les résidences pour personnes âgées ou dans les ressources intermédiaires. D'ailleurs, on m'explique que dans les ressources intermédiaires, les préposés n'ont pas la formation pour pouvoir travailler en CHSLD. Donc, plusieurs pourraient décider d'être intéressés, de la suivre, cette formation-là, et quitter le réseau des ressources intermédiaires. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher cet exode, un exode qui pourrait survenir à quelques semaines ou mois d'une deuxième vague? Là, on pourrait créer un problème ailleurs pour une deuxième vague. Bon. D'abord, les 79 000 personnes qui ont appliqué là, sont des gens qui sont intéressés à s'occuper de nos aînés, mais qui n'ont pas de formation comme préposés aux bénéficiaires. Donc, ça, c'est important là, de garder ça en tête. Là. On va former plus de gens. Il va y avoir 10 000 personnes de plus au Québec qui vont être formées pour bien s'occuper de nos aînés. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que les résidences qui vont perdre des gens pas formés vont être capables de trouver de nouvelles personnes pas formées pour l'instant pour les remplacer? Bien là, avec la permission des 69 000 personnes qui n'ont pas été choisies, on pourrait au moins envoyer ces CV-là. Il y a 10 000 personnes aussi dans notre réseau qui sont venus travailler avec Je contribue de façon temporaire, des gens encore là pas formés. Ce qu'on est en train de regarder entre la santé et le Trésor, c'est aussi, bon, déjà on a offert des compensations financières, puis comme je disais tantôt, il y a des résidences qui sont conventionnées. Donc, c'est nous autres qui demandons service au privé. Puis là, bien, les tarifs qu'on paye doivent être ajustés. Mais il y a des grandes résidences, là, est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Ben, tu sais, à un moment donné, il y a un équilibre à avoir entre le salaire qu'on paye nos employés puis le profit qu'on tire. Donc, ça, c'est la vraie vie du secteur privé. Moi, je pense que, puis je l'ai déjà dit, je pense que les salaires, de façon générale, vont devoir augmenter dans le secteur privé. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, Mme Charret. Qu'en est-il? Vous avez parlé de la reprise des matchs, peut-être, à la fin juin. Qu'en est-il des équipes d'élite ou même professionnelles, mineures, ou comme les Capitales, par exemple, qui jouent en stade extérieur? Est-ce qu'ils peuvent penser avoir une saison dans le sens du monde cette année? Oui, bien, en fait, ce sera en concordance avec la santé publique. C'est sûr qu'on travaille avec eux, avec les protocoles, puis la santé publique, puis M. Dr. Arruda pourra compléter. Mais déjà, la fin juin, là, c'est une date qui est déjà avancée là, pour des formes de match. Dr. Arruda, effectivement, écoutez, d'où l'importance, puis je vais répéter encore, vous allez me trouver... D'où l'importance que les gens respectent les consignes pour pas qu'on ait à revenir en arrière. Là, dans les faits, on y va par étapes. On y va maintenant vers une adaptation. Puis je tiens à souligner le travail qu'on fait notamment avec les différents groupes. Ici, c'est les fédérations sportives, etc., pour vraiment réouvrir de façon sécuritaire, modifiée par rapport à antérieurement. Mais on va revenir à la normale si jamais tout ça est respecté le plus possible. Puis je voudrais en profiter pendant que j'ai la parole, si vous permettez, M. le Premier ministre, c'est qu'il y a des patients aussi maintenant qui ont des rendez-vous avec leurs médecins dans leur propre groupe de médecins de famille qui n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID-19. Tu sais, quand on dit de faire attention, etc., mais ça ne vise pas des gens qui ont des besoins de santé. Donc, je veux dire, il faut faire attention, vous portez le masque quand vous sortez, vous allez prendre votre distanciation, mais il ne faut pas éviter les cliniques médicales actuellement, là, si vous avez des besoins, parce qu'il ne faudrait pas que ça vous emmène vers la maladie alors qu'on peut prévenir certaines choses, ou du moins rester stable au point de vue de votre état de santé. Fait que je voulais quand même le mentionner en termes de santé publique. Et je répète encore, malgré tout le vent de l'été, malgré toute cette impression de liberté qui nous revient, une liberté contrôlée, si je pourrais dire, j'appellerais liberté conditionnelle, il faut respecter les consignes pour que ça continue à bien aller. On est heureux de voir que les indicateurs vont dans le bon sens, mais vous le savez, particulièrement dans la région métropolitaine, c'est fragile. Merci. Une autre question, M. Legault. Depuis 2 semaines, vous ne donnez plus les chiffres au point de presse de 13 heures. Vous ne faites plus le bilan. Vous en avez parlé un peu tantôt. Il y a quand même, je comprends que ce n'est pas tout dans les dernières 24 heures, mais quand même 91 décès de plus. Pourquoi vous avez décidé dans les dernières semaines de plus dire ces chiffres-là? Est-ce que c'est parce que c'est plus derrière nous, ça va mieux? Ou... J'aimerais ça vous laisser. Non, c'est une question de dire on vous donne les chiffres le matin, donc vous pouvez poser des questions.
faut être prudent. Effectivement, aujourd'hui, si on regarde dans les derniers 24 heures, il y a 26 décès. C'est beaucoup trop. Mais on voit quand même, sur les graphiques, là, quand on regarde les vrais jours de décès des personnes, qu'il y a une amélioration. Donc, bon, moi, je pense que c'est important de passer certains messages. Là. Les données sont disponibles. Vous les avez le matin, mais il n'y a pas de raison spécifique pourquoi je les répète pas l'après-midi. Maintenant, au tour de Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour à vous trois. D'abord, M. Legault, vous étiez un peu exprimé sur la comptabilité par fax et par la poste, mais est-ce que cette façon de faire que vous avez vous-même qualifiée d'archaïque, là, est-ce que ça a pu fausser les résultats puis même retarder certaines des décisions puisqu'on n'avait pas l'heure juste en temps réel? Je pense pas. Je pense pas parce qu'il faut quand même comprendre là, que sur le terrain, ce sont surtout des directives de principe qui sont données, puis c'est à chaque CIS ou CIUS de s'assurer que dans ces établissements, les directives soient mises en place. Puis, j'ose croire qu'eux autres suivent exactement la situation. Maintenant, pour ce qui est des rapports qui sont faits manuellement ou presque sur les données, bien, il est temps en 2020 qu'on change ça là, pour que nous, à Québec, on ait les données exactes là, le plus vite possible. Je sais pas si... Oui, peut-être. Je peux vous rassurer, là, la statistique, on essaie toujours d'avoir le meilleur portrait en temps réel, là, mais c'est pas toujours possible pour toutes sortes de raisons. Puis avec un système archaïque comme on a, là, ça peut être. Puis vous allez voir, dans toutes les maladies à déclaration obligatoire, après l'année, on prend 3 mois de validation de données pour être capable de venir corriger. Mais pour ce qui est des décisions qu'on a prises, si jamais il y avait 14 cas de plus dans cette journée-là, puis qu'elles vont apparaître seulement quelques semaines plus tard, ça n'a pas changé. Il y a une différence de 14 cas. De toute façon, l'action, elle est prise. Je ne sais pas si vous comprenez que ce soit... et ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le terrain, effectivement, en termes d'intervention, en termes de déclaration, pour avoir le meilleur portrait possible pour prendre des décisions. Puis quand on regarde aussi, quand on fait des corrections en temps réel dans les courbes, ça peut donner l'impression, comme quand on vous dit il y a 91 décès aujourd'hui, mais il y en a 26 qui datent du mois d'avril, 40 qui datent du mois de mai, puis comme dit le ministre, il y en a 24 qui sont tout récents. C'est les 24 tout récents qui nous indiquent quelle est la tendance. Puis si vous voyez la courbe qu'on a fait, on réajuste à mesure. Il y a des juridictions qui décident de réajuster seulement après 3 mois, quand les rapports finaux se font, etc. Mais c'est très clair qu'on a une leçon. Monsieur le premier ministre ne comprenait pas qu'on ne puisse pas compter des décès, et je le comprends, mais c'est très complexe pour valider les COP, etc. Mais on est en train d'informatiser, notamment un formulaire qui ça fait longtemps qu'on voulait informatiser, ça va se faire rapidement. Donc, on va essayer d'avoir les chiffres les plus précis, mais vous n'aurez jamais, dans aucun système, un temps réel, exactement tous les cas, parce qu'il y a des validations à faire. Puis, ça se peut même qu'il y ait des cas qui ont été, après validation, des histoires, des tests de laboratoire qui sont rentrés plus tard, qui ont été considérés positifs, qui vont devenir négatifs. Ça arrive, ça. Il y a toujours une certaine variation dans la qualité des données. Je vous dirais que dans le contexte de la pandémie, la quantité des nombreux milieux qui ont été ouverts, des gens qui ne déclarent pas absolument les décès de cette façon-là, je peux vous dire qu'on est relativement proche du nombre réel comme tel, mais ce n'est pas parfait, ce n'est pas idéal, mais ça n'a pas d'impact sur la décision. Ce qui me préoccuperait, moi, c'est beaucoup plus les cas récents que des cas qu'on a récupérés dans le temps. Puis ça, pour ce qui est des cas récents, on est, je pense, à part 4-5 jours... parce que des fois, il y a des processus qui sont longs, là, les chiffres sont adéquats. Mais que ce soit 14 ou 17 hier, la décision va être la même par rapport à l'impact. Question, Mme Lajoie? Oui, Mme Charret, pour préciser certaines... Fait qu'aujourd'hui, là, si on comprend bien, vous donnez le feu vert à quel sport collectif exactement? Et j'aimerais savoir si déjà, à la fin juin, on va pouvoir faire des matchs de soccer, c'est qu'il n'y a plus de distanciation sociale de 2 mètres. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, mais en fait, lundi, le 8 juin, on donne la permission à tous les sports collectifs qui se pratiquent à l'extérieur. Donc, le hockey pourrait se faire à l'extérieur, que ce soit avec une adaptation hockey-ball ou quoi que ce soit, ou des entraînements supervisés, parce qu'on parle d'entraînement supervisé. Donc, tout ce qui se fait à l'extérieur
est permis. Maintenant, quand on parlait de match, il faut se rappeler qu'on parle toujours de match adapté. Hein. J'ai vraiment mis l'emphase sur le fait qu'il y aura une adaptation nécessaire. Le sport, comme on le connaissait, devra être adapté. C'est pour ça que les protocoles ou les guides devront être approuvés par la santé publique. Donc, la mesure de distanciation de 2 mètres est encore valable. Et encore une fois, le nombre de joueurs qui seront sur le terrain, quelle interaction il peut y avoir et tout ça, ce sera à valider avec la santé publique. Mais la norme de distanciation tient encore. Il sera nécessaire de faire une adaptation du sport tel qu'on le connaît. Et certains sports sont plus facilement adaptables que d'autres. Le baseball, entre autres, est plus facilement adaptable que le soccer, mais que le basketball aussi. Mais ce sera travaillé avec la santé publique. Je pense que les fédérations, ce sont eux qui connaissent le mieux leur jeu et qui peuvent voir à changer un peu la réglementation ou les approches, certains contacts qui peut avoir lieu dans ce contexte-ci pour essayer de respecter des choses. C'est toujours les mêmes principes, hein? Une distanciation de 2 mètres. Peut-être qu'un jour, la distanciation va baisser à 1 mètre, là. Particulièrement quand c'est des personnes jeunes, parce que le risque de maladie est moins grand. On suit ce qui se passe dans la littérature, puis je tiens à le dire, ce qu'on dit aujourd'hui est vrai aujourd'hui. Ce que ça va être demain, en fonction de la science, ça peut changer. Mais je pense qu'on veut le faire comme tel, puis travailler ça avec les acteurs clés, c'est comme dans toutes les industries qu'on a ouvertes, etc. C'est eux qui sont en mesure de mieux dire, et ils sont souvent très innovants dans leurs approches, tant et aussi longtemps qu'on collabore, puis après ça, on discute, on interagit, puis on approuve à ce moment-là qu'on pense que c'est acceptable. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. Legault, Mme Charret, Dr. Arruda. J'aimerais ça que vous m'expliquiez, Mme Charret, comment on peut faire un match de soccer à 2 mètres de distance. Parce qu'à un moment donné, il faut essayer d'enlever le ballon à l'autre. C'est la nature du sport. Alors, ça va prendre des grands jambes. Je ne sais pas. Comment ça va marcher? C'est des souliers de patoff? Ça marche comment? Dr. Arruda en faisait mention de la créativité des sports et ces protocoles-là seront à mettre en place avec les différentes fédérations. Puis on se fie évidemment aux acteurs qui connaissent le mieux le sport à faire les adaptations nécessaires et on verra aussi avec l'évolution des directives. Mais maintenant, dans un premier temps, on se concentre sur l'entraînement des joueurs. Puis, pour avoir fait un peu de sport dans ma vie, on est en phase de préparation. Donc là, on se concentre pour donner accès aux jeunes à une certaine forme d'entraînement. Donc, ils vont développer des habiletés, ils pourraient avoir des concours d'agilité, des trucs comme ça, qui vont se faire en préparation d'une phase qui sera évidemment en fonction de ce qu'on a comme directive, mais il faut se rappeler qu'on est dans un contexte de pandémie. Donc, le sport, comme on le connaissait, bien, il faut le réimaginer et il sera adapté, puis avec l'aval de la santé publique. Je n'ai pas participé aux discussions spécifiquement par rapport au soccer. Même étant portugais, je devrais peut-être plus, mais je ne suis pas tellement un adepte de soccer. Je m'excuse pour ceux qui le sont. Mais je veux juste vous dire, dans le fond, il va y avoir des... Il faut voir aussi que les croisements des personnes rapidement, c'est pas le même élément que de rester à côté de quelqu'un pendant un certain élément. On va voir comment ça va être organisé. Mais je voudrais mentionner aussi pour ceux qui n'ont pas connu Patoff, c'était des souliers en très long en ballon parce qu'il y a une génération qui n'a pas connu Patoff. Je voulais quand même le dire. Il n'y a pas question qu'on mette des souliers de Patoff pour les enfants parce que ce serait un risque de traumatisme en s'enfargeant dans les souliers. Je tiens quand même à vous le mentionner. Mais Patoff veut dire qu'on est à peu près du même groupe d'âge, j'ai l'impression. Pas de précision à cette question? Mais ça a l'air comique comme ça, mais je vois mal comment... Ça veut dire, là, à toutes fins utiles, qu'à la fin du mois, quand les matchs réguliers vont pouvoir reprendre, le soccer, ça peut pas fonctionner. Il n'y en aura pas de match régulier, là. Je vois pas comment... M. Legault, comment vous pourriez jouer à ça, vous, le soccer distancé de 2 mètres? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous pensez que vous seriez capable? Bien, d'abord, j'ai joué au tennis dimanche passé. Ça s'est bien passé avec mon gars. Deuxièmement, je ne me souviens pas d'avoir eu de souliers de Patoff. Moi, en tout cas. Maintenant, les règles vont évoluer. Comme le dit le docteur Arruda, peut penser là, que de pouvoir avoir des contacts, mais rapides entre les joueurs, ça va
être possible, en tout cas on l'espère, à la fin du mois de juin. On espère bien de voir le hockey au mois d'août, donc c'est sûr qu'au hockey, ça va être la même chose. On a besoin d'avoir un petit peu de contact. Bon, il y a toute la question, là, je suis sûr que le docteur Arruda va dire qu'il faut que tout le monde se lave les mains avant et après. Et donc, bon, les consignes vont évoluer. Pour l'instant, c'est l'entraînement, mais je comprends très bien là, qu'on ne peut pas imaginer beaucoup de sport sans contact, là. Mais je pense qu'on pourrait le voir aussi comme une phase de préparation, hein, puis d'adaptation aussi pour les joueurs. Et là, c'est une super opportunité. Puis là, c'est l'ancien entraîneur de soccer qui va vous donner l'opportunité qu'on a. C'est vraiment travailler sur des aspects techniques pour les joueurs, sur des jeux de zone, sur des jeux de passe, sur des jeux de positionnement et tout ça. Donc, on a vraiment une opportunité en préparation d'une nouvelle forme, parce que là, vous parliez de matchs réguliers. Je pense qu'on a mis l'emphase là-dessus aussi beaucoup. Là. Les matchs réguliers, comme on les connaît présentement, risquent d'être un peu différents. Mais bien entendu, on va travailler avec la santé publique puis les fédérations. Puis les fédérations travaillent très bien. Et déjà, à date, on a une trentaine de protocoles qui sont faits par les différentes fédérations sportives. Elles travaillent entre elles aussi pour adapter leur offre. Et ce qu'on veut, là, c'est que les jeunes et les moins jeunes puissent bouger et de leur donner une forme qui est sécuritaire, parce que c'est toujours ça. Hein, l'objectif, c'est que nos jeunes soient en sécurité puis qu'on ne soit pas... en bout de ligne, obligé de reconfiner ou de revenir en arrière. Alors, vraiment, c'est l'objectif. Donc, avec la santé publique, on fait ce travail-là. Au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme Charest, M. Arruda, je veux rester dans le sport. Bon, on a parlé de soccer, on a parlé de hockey, mais parlons de baseball, puis on ne parlera pas de souliers de patoff, là. Si j'ai bien compris ma leçon après 83 jours, il faut garder une certaine distance entre les gens, 2 mètres. Vous jouez au baseball, vous frappez un coup sûr, vous ramassez au premier but. Le joueur de premier but, il reste au marbre. Parce qu'il n'y en a pas de distanciation au baseball. La période peut être 2, 3, 4 minutes où les 2 joueurs vont rester à proximité. Oui, mais en tout cas... Parce qu'on dit on veut adapter les règles. Comment on fait pour adapter les règles quand les gens qui font des sports sont très près? C'est quasi impossible. Vous allez convenir là, qu'au baseball, les gens sont moins prêts qu'au hockey ou au soccer. Oui, il peut y avoir un gars au premier but, puis qui essaie de voler le but, donc l'autre va être proche, pendant un certain temps, mais il reste que quand même, il y a une distance. On a eu un petit briefing, puis je posais la question, est-ce que le receveur est trop proche du frappeur? Est-ce qu'il y a 2 mètres? Et l'arbitre derrière. Oui, mais un arbitre, j'ai déjà vu la possibilité de mettre l'arbitre derrière le lanceur. Oui, j'ai déjà vu ça. Donc, mais il y a moyen de s'organiser, puis c'est plus facile dans certains sports que d'autres, comme le baseball. Mais encore une fois, les consignes vont évoluer. Puis moi, j'ai bon espoir de voir les Capitales, de voir l'Impact, puis de voir le Canadien dans les prochains mois jouer des vraies parties. On va rester, je ne vais pas vous parler de vos garçons, mais je vais vous parler de votre bébé, là, Air Transat, qui est en difficulté actuellement. On sait que la Commission européenne va peut-être dire non. Air Canada veut se retirer. Est-ce que vous songez aider Air Transat? Est-ce que vous êtes vraiment inquiet de voir cette compagnie-là là, carrément terminée? Parce que ce n'est pas la seule compagnie aérienne qui a de la difficulté actuellement. Bien, oui, la situation est inquiétante. On a des discussions, mais c'est pas moi, là. C'est Pierre Fitzgibbon là, qui parle avec les gens de chez Air Transat, de chez Air Canada, avec qui il y avait une entente, puis qu'il y a peut-être encore une entente. Il y a des discussions aussi avec le gouvernement fédéral. On va tous comprendre là, que c'est complexe. C'est peut-être un des secteurs qui est le plus touché. Parce que on peut penser que pour retrouver le volume de passagers qu'on avait avant la crise, ça pourrait prendre des années. Donc, évidemment, les loyers à long terme sur les avions coûtent cher. Donc, ça suppose de faire une entente avec les créanciers, ceux qui détiennent la dette sur les avions. C'est très complexe. Et c'est une situation qui est très difficile, Air Transat. Mais on a des discussions avec Air Transat. Pierre Fitzgibbon, puis Investissement Québec, parle avec la direction d'Air Transat. C'est une situation qui est inquiétante.
Merci. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Parlons sport. Docteur Arruda, tout à l'heure, vous avez fait allusion à ce qui existe comme état de littérature, justement. Qu'est-ce que ça dit sur le contact en sport? Est-ce qu'il y a eu des transmissions réelles lors de matchs de soccer, de baseball, de projections de gouttelettes, alors que les contacts durent quelques fractions de secondes, étant donné qu'il y a déjà des régions où il y a des pressions pour qu'il y ait des matchs qui commencent, parce qu'il y a déjà plus de cas dans ces régions-là, puis il y a déjà des régions où il y a même des programmes de sport-études qui craignent pour des inscriptions, parce qu'il y a découragement de ce sport d'équipe-là. Écoutez, je dois vous avouer que je n'ai pas fait la revue de littérature moi-même par rapport à ça, puis je n'ai pas nécessairement l'information, mais si on essaye de comprendre, parce que vous savez aussi, c'est que c'est un phénomène nouveau, des études publiées spécifiquement sur le sport, il y en a peut-être eu, je vais demander à mes équipes de vérifier cet élément-là, puis si j'ai la réponse, je vous reviendrai là-dessus. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on extrapole par rapport au principe de la projection des gouttelettes. C'est ce qu'on fait partout dans la société. Là. Prenons un exemple. Je vais vous donner un exemple. On se rend compte, on a vu en expérience au Québec, puis ailleurs au Canada, que les abattoirs, c'est un endroit où il y a eu des grandes transmissions. Là. Puis notre hypothèse, c'est pas à cause qu'on manipule de la viande, c'est que les gens sont en chaîne très rapprochés les uns des autres, comme tel. Fait que je pourrais vous dire, là, je ne sais pas si les gens, peut-être que la ministre a eu dans ses équipes quelqu'un qui a rapporté des éléments en lien avec ça, mais je pense que le principe général qu'on met, en fin de compte, c'est ça se transmet par des micro-gouttelettes qui tombent seulement à l'intérieur de 2 mètres et qu'il faut y ajouter la protection, je vous dirais, là, de lavage de mains, d'hygiène respiratoire. Puis dans l'étiquette respiratoire, maintenant, première affaire, distanciation. Deuxième affaire, hygiène des mains, qui est très importante. Troisième chose, l'étiquette respiratoire, qui était poussée dans son coude. Puis là, maintenant, on a ajouté la question du couvre-visage. Fait qu'avec ça, on essaie d'agir sur tous les facteurs. Mais je vais quand même poser... La question est pertinente, surtout qu'on est en train d'ouvrir. J'imagine que les équipes de l'Institut ou ailleurs ont regardé qu'est-ce qui avait été publié. Moi, je peux peut-être ajouter, là, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais c'est pas moi qui fais les discussions. Mais il y a toutes sortes de scénarios qui sont regardés. Là. Je vous donne un exemple. On pourrait imaginer pour les matchs de hockey que tout se passe à Las Vegas, que les joueurs soient dans des hôtels, il y en a beaucoup de disponibles, qu'ils soient là 14 jours à l'avance, donc être certain qu'ils soient testés, mais aussi qu'ils ne portent pas le virus. Et que les matchs aient lieu dans seulement quelques endroits. Je sais qu'au basketball, ils regardent pour s'installer à Walt Disney, là, pour là où il y a beaucoup d'hôtels, puis il y a des gymnases pour la pratique. Mais évidemment, là, si les joueurs acceptent d'être en quarantaine pendant 14 jours, d'être testés, bien là, si tous les joueurs, on est certain qu'ils n'ont pas le virus, bien, ils peuvent jouer, puis... ne peuvent pas se donner le virus les uns les autres. Là. Ça, c'est peut-être l'extrême. Bon, il y a toutes sortes de scénarios intermédiaires. Moi, je rajouterais aussi, tantôt, je parlais qu'il y a un travail qui se fait avec les fédérations, mais qui se fait aussi avec l'Institut national du sport du Québec, où il y a des professionnels, une équipe médicale qui est à documenter aussi, puis à faire des protocoles pour faire en sorte qu'il y ait une reprise plus rapide. Puis évidemment, ça touche nos athlètes d'excellence, mais les travaux qu'ils font sont partagés avec la santé publique et font en sorte qu'on fait évoluer la situation. Donc, bon, évidemment, je ne connais pas la revue de littérature, mais je sais qu'on fait du travail et on seconde la santé publique puis on fait évoluer les choses, définitivement. On va surveiller ce qui se fait dans les autres pays aussi parce que le déconfinement est commencé dans d'autres pays, puis il y a d'autres pays qui font du sport. On va voir comment aussi, s'ils vont rapporter des éclosions ou pas dans ce contexte-là. Puisque vous avez parlé, Mme Charret, de baignade, parlons natation. Donc, on sait que cet été, les accès aux piscines seront plus limités. Il y a énormément des grandes communautés de nageurs en eau libre. Puis on nage individuellement, là, on ne parle pas de water polo. Et il y a plusieurs municipalités au Québec qui interdisent l'accès au lac actuellement pour aller nager. Pour des faux prétextes, on dit que c'est la santé publique alors qu'on nage de façon individuelle. Est-ce que c'est vraiment... la pandémie a le dos large, mais est-ce que c'est vraiment le message que les municipalités doivent lancer, M. le Premier ministre? Bien, moi, ce que je comprends, là, c'est qu'on peut aller nager dans un lac ou dans une piscine en autant qu'on reste à 2 mètres des autres personnes. Là.
Oui, bien, évidemment. En fait, c'est l'indication qu'on a donnée. Puis, encore une fois, il y a l'Association des responsables aquatiques qui a travaillé pour les différents protocoles avec la santé publique. Donc, on peut se référer à cette association-là avec les installations municipales, avec les différents organismes qui ont des plages publiques et tout ça. Mais il y a quand même un protocole qui a été mis en place. Puis, comme je le mentionnais tantôt, les plages, pas les plages, mais les piscines publiques municipales avaient déjà été annoncées leur ouverture. Et là, on dit comme les campings et les lieux comme ceux-là peuvent aussi rouvrir. Alors, ça va donner plus d'occasions, je pense, ou d'opportunités pour nos nageurs de nager. On complète avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir au projet de loi 61. Vous avez entendu, comme moi, ce matin, les critiques assez sévères de l'opposition. En même temps, je vous ai entendu répéter à plusieurs reprises que vous voulez collaborer, tendre la main, faire des aménagements. Est-ce à dire que vous excluez complètement la possibilité d'adopter ce projet de loi sous bâillon? Oui. On veut l'adopter avec l'appui des partis d'opposition. Quitte à pas l'adopter, donc. Bien, on aimerait l'adopter parce que je pense que ce serait malheureux de perdre des mois de travail pour beaucoup de gens dans la construction à cause d'une certaine partisanerie. Moi, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de s'entendre entre les 4 partis pour faire travailler les gens dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans le secteur de la construction, dans des projets publics qui sont nécessaires, comme des écoles, des maisons des aînés, du transport collectif. Question pour Dr Arruda maintenant. Il y a eu des recommandations qui ont été rendues publiques du Comité sur l'accès aux tests d'amplification des acides nucléiques. Au nombre des recommandations, donc, on suggère de faire passer à 35 000 tests par jour le nombre de tests de dépistage réalisés, surtout dans le contexte où il y aurait une deuxième vague. Est-ce que vous vous préparez à ça? Est-ce que c'est même un scénario possible, envisageable, compte tenu des ressources matérielles, des ressources humaines et du fait qu'on a encore de la difficulté à atteindre chaque jour le chiffre de 14 000 tests? On cible ces éléments-là comme tels, accompagnés, si vous me permettez, aussi, par contre, d'études séro-épidémiologiques qui, elles, vont nous permettre de mesurer l'effet de la pandémie de la première vague. Fait que dans les faits, c'est sûr qu'on a ça comme cible. Comme on vous l'a dit, on a déjà monté à 14 000 prélèvements quelques fois. Là, maintenant, il y a comme une baisse. On doit peut-être probablement, plutôt que on invite, le premier ministre l'a fait tantôt, les gens à venir se faire tester, mais on va peut-être devoir aller vers des milieux plus spécifiques pour aller faire certains dépistages, particulièrement dans les milieux déconfinés, pour voir ce qu'il y en est. Et puis, en termes de capacité, là, en termes de réactifs de capacité, puis avec les nouveaux tests, on va aussi probablement avoir sous peu, puis là, je n'ose pas donner de date, parce que quand je donne des dates, puis je ne respecte pas, ça m'inquiète, mais un nouveau test qui va être fait avec la salive et non pas nécessairement avec un prélèvement nasopharyngé. Ça va faciliter beaucoup, à notre avis, le dépistage, parce que ça évite d'avoir besoin d'un spécialiste ou d'une infirmière là, ou de gens qui sont habitués à faire des prélèvements nasopharyngés. C'est seulement sur 15 millilitres de crachat. On est en train de valider les éléments. Fait que oui, on va augmenter en termes de capacité. Il faut aussi équilibrer la chose dans le sens où c'est pas faire des tests non plus seulement pour faire des tests n'importe où, n'importe comment, pour perdre des tests, puis dans le fond, ça ne donne rien. Mais effectivement, ça fait partie de la stratégie. C'est majeur. C'est majeur aussi, même actuellement, pour nous permettre de mieux voir ce qui se passe en termes de transmission communautaire. So now in English, the first question is for Phil Autier, Montreal Gazette. Question for Dr. Arruda, and also it refers to what the Premier just said, that you are seeing a lack of discipline on the part, well, we see it in parks, we see, everybody is seeing it. I wonder if you could bring us up to date on what that means for what's happening. Si vous pouviez nous mettre à jour sur les conséquences à Montréal. Nous voyons un manque de discipline et comment cela affecte l'évolution du virus. Réponse. Alors écoutez, je n'ai pas vu l'effet dans les données, mais les choses peuvent évoluer rapidement. Cela prend entre 7 et 15 jours pour attraper la maladie. Donc imaginez qu'il y avait une manifestation à Montréal, cela fait quelques jours, mais cela prend au moins 7 à 10 jours avant qu'on ne puissions observer l'infection. L'important,
Écoutez, c'est normal. L'été est à nos portes. Nous avons été confinés fort longtemps. Nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas des robots. On veut être en contact avec les autres. On veut même se toucher. C'est selon. Alors, tout autour de nous nous fait penser que le virus est disparu, quand c'est faux. Et nous sommes en libération conditionnelle, vous savez. Oui. Et en fait, chacun qui ne respecte pas le 2 mètres pourrait retourner à la maison derrière des portes closes. Donc, ces contacts rapprochant les gens, c'est ainsi que le virus se propage d'une personne à une autre. Alors, comme M. Legault le dit, quand vous êtes à l'extérieur, gardez les 2 mètres. Si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, allez vous faire dépister, utilisez un masque à l'extérieur et si vous n'êtes pas en mesure de respecter les 2 mètres, et lavez-vous les mains le plus souvent possible. Parole. Right, sorry. Donc, le journaliste corrige le mot. On dit au revoir aux gens de la première chaîne. L'émission se poursuit sur RD. 91 nouveaux décès, plus de 500 depuis une semaine, mais le nombre de nouvelles infections est à la baisse. Pourquoi autant de gens meurent-ils encore? Réponse. Ce que nous faisons, c'est que nous corrigeons notre base de données. Il y a des gens qui sont morts en avril et n'avaient pas été comptabilisés pour différentes raisons. Non déclarés, déclarés avec des informations partielles. On ne sait pas si un test a été confirmé ou non. C'est que nous obtenons un nombre grandissant de données sur les cas de mai et d'avril, les cas de décès. Et donc, c'est un peu normal. Mais nous faisons de notre mieux maintenant. Je dirais que c'est parfois le problème que les télécopies sont utilisées pour déclarer les décès. Je pense que la semaine prochaine, nous aurons un nouveau système en place pour la comptabilisation. Il y aura des nouveaux cas qui ne seront pas encore connus, car des fois, cela prend 3 ou 4 jours avant que cela n'entre dans le système. Mais nous voudrons améliorer la situation. On aurait pu choisir de ne pas vous livrer l'information et vous donner un rapport dans 3 mois, à corriger de façon rétroactive les lacunes. Mais par souci de transparence, nous rendons tout public. Mais nous avons comparé 2 bases de données, une base, les statistiques de maladies, et l'autre pour la COVID, et nous sommes en train de faire correspondre les 2 bases de données pour voir si nous aurions oublié, par exemple, certains cas. Et c'est pourquoi maintenant, la semaine dernière et cette semaine, nous voyons des chiffres augmentés qui ne sont pas le résultat de décès récents, mais ceux qui auraient été déclarés il y a 2 semaines, 1 mois, 2 mois même. Question. I was wondering, the parents listening to you right now, the ones that might think that the rules, number of players, physical distancing. Bon, je pense aux parents qui ont des enfants qui auront à jouer au soccer, au baseball, que peut-être les règles seront trop difficiles, trop différentes, et ils voudront se faire peut-être rembourser des fédérations sportives, par exemple. Réponse. Écoutez, d'une perspective de santé publique, ce n'est pas parce que les règles sont changées que vous n'êtes pas en relation sociale avec vos amis que vous ne jouez pas votre sport. C'est comme si vous avez un soccer COVID, c'est tout. Et j'estime que la fédération ou les fédérations, ceux qui adorent le sport, même si le sport a changé, c'est quand même une occasion de pratiquer ses habiletés, de se préparer. Je ne suis pas du tout un Olympien et je ne suis pas très sportif. J'ai toujours été le dernier à être choisi quand il était question de composer des équipes, car je faisais perdre mes équipes. C'est pourquoi je suis devenu un médecin. Pour ma part,
Les avantages d'être ensemble pour les enfants, ils aiment être avec leurs amis. Alors ça, c'est un avantage palpable. Et c'est à partir de lundi prochain. Et les avantages physiques aussi, car ils vont jouer, ils vont courir, ils vont peaufiner leurs habiletés. Ils vont être actifs, car nous voulons que les enfants soient actifs, n'est-ce pas? Ce sera différent, c'est vrai. Mais ça va être encore une façon d'être active, de s'amuser avec ses amis, de faire preuve de, comment dire, sociabilité. Ce ne serait peut-être pas aussi agréable pour les parents qui regardent à partir des gradins, mais les enfants vont s'amuser, ça c'est sûr. Second question. It's a question from one of my colleagues. Un de mes collègues pose une question. Le Comité de santé publique du Québec ne recommande pas le dépistage aléatoire à grande échelle. Ça, c'est dans son dernier rapport publié le 29 mai. Et le comité note également que le dépistage routinier des travailleurs de la santé en provenance des zones chaudes n'est pas une priorité. C'est difficile à comprendre car vous continuez de souligner l'importance de notre capacité de dépistage accrue et pourtant ce comité qui offre des recommandations aux directeurs de santé publique régionaux qui veulent limiter le dépistage. Réponse. Écoutez, c'est peut-être une recommandation, mais ce n'est pas nécessairement l'orientation du directeur de la santé publique. C'est fondé sur différentes analyses. Tout dépend de la capacité que nous aurons et non seulement allons-nous regarder le dépistage, nous allons également regarder la séroépidémiologie. C'est que si vous dépistez dans une population à très faible transmission, vous allez perdre beaucoup d'énergie pour bien peu de résultats. Par contre, si vous prenez le dépistage, vous pouvez, avec le sang, connaître la prévalence. Parce que si vous faites un test, vous allez dans un lac, il n'y a pas de poisson. Alors là, vous allez à la pêche, votre canne à pêche va perdre son temps et vous, votre énergie. Mais là, allez dans un lac où il y a plus de poissons. La rentabilité de votre gestuelle, de l'énergie dépensée est différente. Donc, c'est un équilibre à trouver. Les recommandations dont vous parlez, ce sera peut-être intéressant pour les régions où il n'y a pas beaucoup d'éclosions. Mais cela pourrait être différent pour Montréal parce qu'il y a une transmission active à Montréal. Donc, tout dépend de la situation contextuelle qui existe. Et nous voudrons avoir la capacité de faire le dépistage lors des éclosions à venir. Question. Monsieur Legault, l'Institut d'économie de Montréal a rendu public une étude qui dit que les mesures de confinement étaient une réaction excessive au problème et qui se sont reposés trop sur des modèles universitaires qui étaient vraiment viciés et que le confinement pourrait mener à plus de décès à long terme que le contraire. Qu'en pensez-vous? Réponse, je suis en désaccord que c'était une réaction excessive. Je pense qu'avec les renseignements que nous avions à l'époque, et s'il fallait refaire cela demain, je pense qu'il était important de s'assurer que nous puissions mettre toutes les chances de notre bord, de ne pas propager ce virus de façon excessive. Et la meilleure façon, c'était de fermer les commerces. Je pense que c'était la bonne décision. Question. Madame Charret, comment pouvez-vous nous assurer que pendant les matchs, les joueurs vont respecter les mesures de distance physique et comment les matchs de soccer vont-ils se distinguer pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger? Réponse. Je demeure pas mal confiante et quand je vois comment les enfants ont réagi au redémarrage de l'école, et comment les enfants se conforment aux mesures sanitaires, je suis assez confiante que les gens vont aussi respecter les règles dans les milieux sportifs. Et c'est la responsabilité des fédérations sportives que leurs membres se conforment aux règles sanitaires. Écoutez, l'objectif, c'est que nous ne revivions pas le confinement. Alors je pense que chacun y voit son intérêt, n'est-ce pas? C'est vrai, la pratique sportive va être différente. Il y a le 2 mètres et
faut nettoyer le ballon avant, après le jeu, mais les fédérations suivent les protocoles sanitaires en collaboration avec les autorités sanitaires pour s'assurer que nous ayons un sport sécuritaire. Prochaine question. Pourquoi avez-vous décidé d'alléger les ratios dans les camps de jour? Pardon, excusez-moi. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? J'étais distrait. Day camp ratios. The ratio in the camp. OK. As you know, first of all, Alors oui, bien sûr. Comme vous le savez, nous avons avancé dans le processus. Il y a moins de risques aujourd'hui. Il y a de nouvelles données sur la transmission pour les jeunes. Et donc, l'avantage des camps de jour pour les jeunes sont clairs. Le risque de maladie est plus faible que nous pensions. Il y a des cas, c'est vrai, dans les écoles, mais il n'y a pas eu d'impact sanitaire important. Et nous avions déjà planifié que nous allions commencer avec un taux X et le faire changer au fur et à mesure du temps, car ce faisant, il y aura plus d'enfants qui pourront aller en camp de jour. Et je pense que c'est la raison. Je m'excuse, je réagissais à une urgence qui m'a été transmise par le téléphone. Je vais écarter mon téléphone, désolé. Il faudra vous demander c'est quelle urgence. It's not professional. Ce n'est pas une urgence professionnelle. L'autre partie de la question, avec plus d'enfants dans les camps, avec d'autres restrictions, est-ce qu'il y aura de nouvelles consignes? Réponse. Écoutez, nous évaluons la situation et nos pédiatres ont dit qu'il nous faut probablement faire descendre le 2 mètres à 1 mètre. Et même de voir les groupes comme des bulles familiales, donc sans distanciation. Et pour les scénarios scolaires maintenant, quand je pense à septembre ou la fin d'août, nous verrons comment nous allons le gérer fondé sur l'expérience ailleurs dans le monde et aussi ici au Québec, dans les régions à l'extérieur de Montréal. Une dernière question de Raquel pour M. Legault. L'armée semble retirer ses troupes des CHSLD. Comment ça se passe, les discussions de maintenir l'armée jusqu'en septembre? Réponse, la discussion est en cours et je suis confiant que nous pourrons garder le millier de soldats qui sont sur le terrain aujourd'hui. Pour cette conférence de presse et à bientôt. Monsieur Legault, qui, à la toute fin de la conférence de presse en anglais, a dit les négociations avec Ottawa se déroulent bien et je suis confiant que les 1000 militaires, 1100 militaires qui sont sur le territoire québécois vont bel et bien rester jusqu'à la mi-septembre, jusqu'au